familial. Ça, on peut pas l'enlever de la structure. Moi, je trouve que la structure ici, c'est ça qui marque, c'est ce côté cocon, famille, accompagnement, puis soucieux du bien-être en permanence. Moi, je ne crois pas qu'il y a des valeurs typiquement protestantes. Je crois que le respect de la dignité, plein d'associations laïques, protestantes, catholiques et d'autres partagent ces valeurs. Bonjour, c'est messieurs, dames. C'est les remèdes. Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Une semaine d'attaque. Ah oui, moi j'ai une semaine de vacances. C'est bien alors. Ça fait du bien. Vive la vie. Ah oui, comme vous dites. Parce que s'il vient faire une agence ou quoi que ce soit, tu vas être coincé. Bonjour. Bonjour. On dit bien, c'est la maison de retraite où c'est très famille. Puis on a la chance d'avoir une qualité de soins. Voilà, une qualité de On soins. essaye de maintenir Voilà. le plus possible. Surtout de les accompagner dans les gestes de la vie de tous les jours, hein, Oui, la vie quotidienne, l'aide à la toilette, Voilà. l'aide à l'habillage, l'aide au repas, au petit déjeuner, à l'accompagnement, tous les gestes de la vie de tous les jours. Je viendrai vous installer. Les aider pour leur faire prendre leur traitement, pour s'habiller, Pour les aider à manger aussi. à manger, les repas, Voilà. les coucher. Les coucher, ouais. Essayer de les accompagner le mieux. Voilà, notre rôle principal. C'est ça. Tout en gardant l'autonomie le plus possible de la personne. Et ben en fait, on les laisse faire. Enfin, moi, je sais que je les laisse faire. Et puis, je les aide, simplement. J'essaye de les aider. Il y a des personnes, on est obligé de faire tout. Hein, Oui. quand c'est des personnes dépendantes, il faut faire des toilettes au lit, c'est des toilettes complètes au lit. Mais on essaye, quand une personne peut faire un peu, on la laisse faire un peu. Voilà. C'est Moi, aussi par notre rôle. Ouais. Moi, je sais que le matin, j'ai des personnes, je leur fais le haut, je les mets dans la salle de bain, et puis elles finissent le visage, de se coiffer, voilà. Ils mettent leur petite crème. Voilà. Et du café, J'apprécie beaucoup qu'on vienne me servir mon petit déjeuner dans la chambre. Non, parce que ça, on n'est pas prêt. Moi, je déjeune d'abord, je fais ma toilette après. Alors que, comme ça, pour descendre, il faut être quand même prêt. On ne peut pas tous descendre en savate et en robe de chambre. Bonjour mesdames. La principale des valeurs, c'est le respect de la dignité de la personne. C'est vraiment, s'il y a un mot qu'on doit mettre au cœur de notre projet, c'est le respect de la dignité. Ça passe par accompagner les personnes qui sont dépendantes physiques ou psychiques, ou des fois aussi un peu morales, à les accompagner le plus longtemps possible dans leur fin de vie. C'est des personnes souvent exclues et notre spécificité, c'est de les accompagner jusqu'au bout, si on peut. Après, c'est le côté médical qui décide. Les valeurs doivent aussi se décliner avec les familles qu'on essaye d'associer le plus possible à notre vie de notre maison. Les familles sont intégrées dans l'animation, elles sont aussi intégrées dans un conseil de la vie sociale. Elles doivent nous apporter tout ce qu'on ne voit pas, tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, et nous alerter sur les petites choses. Le dialogue avec les familles est primordial. Le dialogue aussi avec donc, les bénévoles de l'association, membres de l'association ou membres
ou des personnes bénévoles extérieures à l'association. Aussi, ce dialogue permanent nous permet de faire vivre cette maison. Elle ne doit pas être une maison fermée sur elle-même, mais c'est un lieu d'habitation de personnes. J'aime dire que c'est un petit village, voilà, et qu'on doit maintenir une convivialité, une solidarité entre les habitants de cette maison. Voilà, c'est normal, c'est tir les épaules. Et 9. On étire bien les mains devant. Et 4, on appuie et on relâche. Et 10. Les bras. On lève et on lâche tout. Notre maison a 100 ans d'histoire, quoi. Et ces valeurs, elles viennent de 100 ans. La création de la maison de retraite de Montalivet s'est produite à la suite de la convergence de sentiments charitables de 3 personnes, la première d'entre elles étant mademoiselle Victorine Verriac. Cette jeune fille, d'origine simple, fille du jardinier de cette pension, d'abord suivit les cours pour obtenir son brevet supérieur, après quoi elle est restée dans cette institution comme enseignante. Mais au bout de 3 ans, elle décida de monter à Paris de manière à acquérir des connaissances d'ordre médical. Monsieur Liénard était un homme qui avait toujours beaucoup d'idées et d'idées charitables, et il désirait en effet secourir ces personnes âgées. Alors, dans un premier temps, il a commencé à se dire, puisque mademoiselle Verriac a acquis des connaissances, ça serait bien qu'à côté de l'enseignement traditionnel, je fasse une section pour préparer des personnes à devenir aides-soignantes. Et à ce moment-là, il confia à mademoiselle Verriac l'enseignement. La troisième personne qui a participé justement à cette création est une dame, veuve, sans enfant, âgée d'une 60aine d'années, et qui appartenait à l'aristocratie, qui était du reste une petite cousine de Marc Seguin. Cette personne, spontanément, a acheté une propriété de 10 000 mètres carrés dans le quartier de Montalivet. Il s'agissait d'une vigne, mais qui comportait un immeuble avec 3 niveaux, permettant de recevoir une trentaine de personnes au maximum. Et c'est là qu'a eu lieu, donc, véritablement le démarrage de cette institution, puisque cette dame-là a donné aux paroisses protestantes d'Annonay, Église réformée et Église libre, la propriété dans ce but-là. L'activité que je préfère, j'aime bien l'atelier mémoire et la chorale. Ce sont des rendez-vous que je ne veux pas manquer, autant que possible. Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On ne voit qu'il déguerpit, aussitôt qu'il boit un képi. Un
c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Alors on essaie de respecter le rythme de chaque personne, on essaie aussi de respecter les envies de chaque personne. On essaye un petit peu d'adapter nos animations, nos activités qu'on propose en fonction des envies des personnes, de ce qu'elles faisaient avant de rentrer dans l'établissement. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de vie est importante, mais également pour qu'il n'y ait pas de coupure entre ce que la personne faisait avant de rentrer dans notre établissement et ce qu'elle y fait une fois à l'intérieur. Jusque maintenant, on essaye de pousser le plus loin possible la rentrée dans sa maison de retraite, parce que c'est très 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 difficile de quitter son chez-soi, et du coup c'est à nous d'adoucir, mais on ne peut jamais remplacer un chez-soi. Ça sera toujours quelque chose de très difficile à vivre, et nous on est là pour l'accompagner, mais on ne peut pas remplacer la famille ou la maison, les enfants, les habitudes. Il faut tout recommencer. Nous on le voit très bien en établissement. Si l'entrée a été bien préparée, si la personne est prête, ça se passe bien. Bon, il y a toujours une période d'adaptation qui n'est pas facile, hein, les premières semaines, le premier mois, voire davantage. C'est un petit peu difficile de changer de vie comme ça du jour au lendemain. Mais si les choses ont été bien faites en amont, on a toutes les chances que ça se passe mieux. Si les choses ont mal été faites en amont, on a toutes les chances que ça se passe très très mal. Ben, c'est pas évident parce que pour elles, c'est un peu, ils abandonnent un peu leur chez eux, leur quotidien, leurs activités, et puis ils rentrent dans une institution avec d'autres personnes avec eux, donc il faut essayer de les accompagner, de les intégrer. Ouais. Puis dans une maison de retraite, il y a des contraintes, hein, il y a des règles à respecter, des horaires à respecter. Ça, c'est dur pour eux. Hein. Et après, au fil du temps, bon, ils s'y habituent, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis ils savent aussi que c'est plus ou moins leur dernière demeure, oui. Ils le savent, ils en ont conscience, donc c'est pas évident de l'accepter, quoi. Donc c'est à nous à essayer de faire vivre le plus possible leur quotidien. L'animation a un rôle d'aide à l'adaptation parce que bien souvent, dans un premier temps, ils disent « Ah non, mais moi je peux pas l'atelier mémoire. » Ah ben non, je peux pas, j'ai plus de mémoire. Oui, bien sûr, moi je contrarie pas. Je dis « Mais vous allez venir voir. » Et après, il y a des liens qui se créent avec les autres résidents qui participent et puis ils voient que bon, l'ambiance est sympathique. Même si on ne fait par exemple pas trop travailler notre mémoire, si on passe beaucoup de temps à rire, disons-le, voilà, on a passé un moment agréable, on était en compagnie, on n'était pas seul dans sa chambre à remémorer tous les souvenirs et toutes les choses qu'on a laissées derrière soi. Donc c'est vrai que ça aide à s'adapter. Et sous le garde-manger, qu'est-ce qu'il y avait? Camembert. Le camembert. Alors il était comment ce camembert? Coupé en trois morceaux. Coupé en trois. Roquefort. Non, il n'y avait pas de roquefort, il n'y avait que du camembert. Il y avait le couteau aussi. Il y avait le camembert avec le couteau. Ah oui, c'est moi qui ai choisi, ça y a pas de doute. Quand mon mari est décédé, j'étais très seule chez moi. Alors, comme je connaissais bien la maison, je suis venue ici. Ma mère y avait passé 13 ans. Maintenant, ici, c'est devenu un peu ma maison, même beaucoup, parce que quand même, depuis 16 ans que je suis là, et puis je suis vraiment chez moi ici. Je pense que c'est un cas unique à notre connaissance sur Annonette, une maison qui rassemble tous les services à la personne, dont les personnes âgées ont besoin un jour ou l'autre, ce qui constitue la motivation principale, je crois, de la demande à entrer dans votre maison, comme dans toutes les maisons de retraite. Mais enfin ici, c'est quand même très, très net. Vous avez un souci de répondre à tous les besoins des personnes dont les moyens physiques ou intellectuels sont un petit peu en déclin.
Notre maison compte beaucoup de bénévoles. C'est un trésor qu'il faut faire fructifier, qu'il faut tous les jours un peu choyer. On passe tous les 15 jours, vous le saurez, hein? Oui, vous sonnez. On sonne, oui, oui, vous entendrez la cloche, hein? Merci à vous. Au revoir. 3,48. Allez, on va trouver 3 déjà. 3,50. Plus de 2 centimes. Voilà. C'est pour vous, ça c'est pour vous faire rembourser par la Sécu. Oui. Entendu. Dis allez. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir, merci. Bonne journée. Alors les bénévoles viennent de tout horizon et c'est ça qui est très intéressant. Ils viennent de l'association, mais il y a aussi des bénévoles qui ne viennent pas du tout de l'association. C'est des familles qui ont eu des membres des parents dans la maison et qui restent en bénévole après le décès de leurs parents. Et les bénévoles dans une maison de retraite est un garde-fou, à mon avis, est le meilleur garde-fou contre la maltraitance, quoi. Bah, pour moi, c'est un engagement par rapport à ma paroisse, tout simplement. Je trouve qu'il faut servir quelque part et c'est pour moi quelque chose de très gratifiant et j'ai l'impression de faire quelque chose d'intéressant, d'utile. Le mercredi, c'est le bar. Il y a les apéritifs. Oh, dis donc, t'as assez dit. Il n'y a pas de jus d'ananas puis du jus d'orange? Pour le départ en vacances au mois de septembre 2008, on est allé au Gros du Roi. On était carrément au bord de la mer. Ça a été une semaine formidable. Hein. Est-ce que vous voulez du macro? Non. Du potage, madame? Voilà. Et une salade. Petit assortiment. C'est une cuisine traditionnelle que je fais et familiale en même temps. Donc ils ont été habitués à manger des plats qu'ils faisaient chez eux. Donc nous on a l'avantage de travailler avec des produits frais, donc légumes, fruits. Voilà, la viande aussi, on a un fournisseur de la région, donc un boucher, donc on a de la viande, on peut servir de la viande fraîche qui est abattue à Annonay. Donc pour nous, c'est faire travailler l'artisan local, c'est bien. Notre maison ici possède toujours un grand jardin qui, il y a une quarantaine d'années, servait beaucoup à la production de légumes, toutes sortes de légumes, qui étaient capables d'alimenter les besoins de la cuisine. Et il y avait même un petit élevage de volailles, production donc de poulets de chair, production d'œufs, même lapins, qui servaient à ravitailler la cuisine. Et dans un temps plus ancien, on avait même une vigne.
les résidents participaient au ramassage des légumes, à leur épluchage, à leur préparation. Et directement, le jardinier nous apportait les légumes tout frais du jardin. Donc, on cultivait des poireaux, des carottes, des haricots, beaucoup de haricots verts. Et les haricots verts étaient triés par nos résidents. Donc, autrefois, même, j'ai fait des conserves, moi. Au début que je suis arrivé, pendant 5 ans à peu près, j'ai fait des conserves de haricots et de tomates. Les tomates aussi, beaucoup de tomates. On faisait des coulis de tomates et des tomates stérilisées. Donc, et puis courgettes, potirons. Et en raison de la législation actuelle sur les denrées alimentaires, ces pratiques ne sont interdites, n'ont donc plus cours. Et là, il y a 2 règles principales dans ces règlements. Le principe de précaution et une notion nouvelle qui est ce qu'on appelle la traçabilité. Mais voilà, tu le mets là, en bas, parce que ça sera couvert par les... Pas de petit scotch. On le met là. Oui. Voilà. Encore. Pas assez pour bourrer les coupés. Eh ben. Non, mais ça fait rien. C'est pas encore la saison on en a avant, hein. Et les vrais bons souvenirs, c'est tous les relations que j'ai eues avec les pensionnaires, certains pensionnaires plus qu'avec d'autres, et puis avec le personnel. Parce qu'on vivait là en famille, avec des anciens et puis des plus jeunes. Et moi j'étais un peu, en somme, un âge intermédiaire, puisque j'avais 50 ans. Quand j'ai été recruté, embauché pour le poste qui était vacant en 1980, je n'avais pas d'expérience réelle de la direction d'une maison de retraite. J'avais été à Livron, dans un petit établissement pendant quelques mois, bon, qui m'avait déjà un peu formé à la chose et puis qui m'avait surtout montré que c'était quelque chose qui me plaisait bien, qui convenait bien à mon tempérament. Enfin, et alors, on nous a demandé de loger dans ce pavillon qui était relativement récent, qui avait été fait quelques années auparavant. Et donc c'est là que nous nous sommes installés, ma femme et notre fils, qui était petit, qui avait 2 ans. Alors, au rez-de-chaussée, 5 chambres étaient réservées à des pensionnaires valides et qui appréciaient d'être là parce que c'était une petite maison de campagne dans la nature et c'était plus à l'écart de la vie collective que tout le monde ne supporte pas forcément très bien. Je voudrais rendre hommage au président de l'époque, qui s'appelait Jean Ponsonnet, avec qui, je peux le dire en toute simplicité, j'ai fait une très bonne équipe. Parce qu'il avait beaucoup de qualités que je n'avais pas, et il m'a aidé à gérer la maison, surtout pour des questions de gestion, de comptabilité, de finances. Alors la maison a subi de nombreuses transformations pendant mon séjour, pendant la durée de ma direction. D'abord, il y a eu des travaux qui l'ont agrandi assez considérablement. Et puis, il y a eu des contraintes d'ordre sanitaire.
Le bâtiment d'origine était une maison comportant 3 niveaux dans laquelle nous pouvions recevoir une trentaine de personnes. Le confort était très réduit. Pour l'ensemble du bâtiment, il y avait un seul WC dans les escaliers. D'autre part, au point de vue couchage, il y avait, sauf erreur, 3 dortoirs et quelques chambres particulières, mais qui, certaines d'entre elles, n'étaient pas indépendantes. Les membres du conseil ont décidé, à ce moment-là, de surélever le bâtiment d'origine. Mais il fallait pour cela évacuer les occupants et on a commencé par agencer un petit bâtiment qui était séparé, dans lequel nous recevions à une époque des colonies de vacances qui n'avaient plus lieu à ce moment-là. Et lorsque les entrepreneurs ont ôté le toit pour procéder à l'élévation, ils se sont rendus compte que les murs étaient complètement calcinés à la suite d'un incendie qui s'était produit et où les assureurs avaient fait rafistoler la maison. À ce moment-là, ils ont dit qu'il fallait totalement raser le bâtiment. Et c'est ce qui fait qu'on a fait une aile plus importante pour augmenter la capacité, avec des chambres de 16 mètres carrés, avec bien entendu cabinet de toilette, chauffage central, ainsi de suite. Mais les demandes étant toujours plus fortes que nos possibilités, nous avons prolongé ce bâtiment de 1939, ce qui nous a permis à ce moment-là d'arriver à une capacité de 80 lits. Quand je suis arrivé en novembre 1993, nouvellement formé comme directeur, j'ai amené quelques idées, entre autres la création d'un lieu de vie qu'on n'appelait pas encore Cantou à l'époque, un lieu de vie pour personnes désorientées et personnes handicapées physiques, enfin, des personnes qui avaient besoin d'une aide à l'alimentation. Et lors des travaux de 1995, j'ai eu l'idée de garder une partie d'une salle polyvalente, qu'on appelait salle polyvalente, de l'affecter en un lieu de vie qui accueillait ces personnes désorientées, ces personnes handicapées physiques. Alors le terme Cantou, c'est un mot occitan qui signifie, c'est le coin du feu en langage cévenol, languedocien, occitan. C'est un endroit vers la cheminée où se tenaient les personnes âgées toute la journée pour faire des petits travaux ménagers, éplucher des pommes de terre, des légumes, s'occuper de la cheminée, mettre du feu, etc. Et ce nom a été mis en valeur par Georges Cozanel, qui est un collègue directeur de la région parisienne, qui dans les années 80 a eu l'idée de l'utilisation de ce mot pour accueillir des personnes désorientées dans la maison de retraite qu'il dirigeait. Alors pourquoi ce mot? Parce qu'il s'est dit, plutôt que d'accueillir des personnes bêtement à la journée comme ça dans un lieu, on va essayer de leur faire des choses qui sont en rapport avec ce qu'elles faisaient à la maison chez elles auparavant. Faire un peu de vaisselle, faire l'épluchage de légumes, faire une soupe. Et puis il a dit, il faut qu'on donne une explication à ce nom. Alors il a fait cet acronyme en disant Centre d'activité naturelle tiré d'occupation utile. Bon, ça ne veut rien dire en soi, mais enfin bon, il fallait qu'on donne quelque chose il fallait qu'on donne des mots derrière ce mot. Et nous, dans la maison de retraite, il n'a eu sa raison de vivre qu'à partir de 2008. Mais jusqu'en 2008, on appelait le lieu de vie. La bergère
que répondront nos parents. Enfin, si on arrive en structure, c'est qu'à domicile, ça atteint ses limites. En fait, souvent, on a des aidants très présents qui ont aménagé au quotidien parce qu'il y avait de la désorientation, de la perte dans le temps, dans l'espace, et puis la mémoire. Oublier, c'est oublier même des fois son lieu de vie personnel, ne plus se repérer chez soi, où là, du coup, on peut aménager vraiment beaucoup au quotidien, être très présent, que ce soit les enfants, les conjoints. Et il y a l'épuisement qui vient, parce que c'est le genre de pathologie qui occupe H24. Donc c'est là où la structure, l'institution intervient. Et des conséquences, en fait, elles sont autant pour les résidentes que les accompagnants. On parle de la maladie d'Alzheimer, des troubles de mémoire, les oublis, mais tout ce que ça rejoue en termes identitaires, parce que les personnes se reconnaissent même plus des fois. C'est des fois, mais qu'est-ce que je fais là, puis quel âge j'ai et mes parents, vous savez, toute cette phase où du coup on ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus qui on est, et c'est hyper angoissant d'être dans cette crise-là, et ça génère aussi de l'agressivité. Les équipes, on travaille beaucoup autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments, les personnes se perdent, ça peut faire 1 an qu'elles sont ici, puis il y a des moments, la chambre, ça sera, mais c'est pas chez moi ici, où est-ce que je suis? Et les équipes ont vraiment à composer avec ça au quotidien, dire de resituer, de rassurer, de dire qu'on est là aussi pour s'occuper de la personne. Les conséquences, moi, c'est la culpabilité, je trouve, parce que je travaille avec la culpabilité au quotidien, les familles qui vous disent oui, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on peut plus. Et ça, c'est dur, déjà arriver à dire qu'on peut plus. Donc arriver à franchir le cap et dire on va faire appel à une institution. Donc le travail de psychologue, c'est là aussi, c'est accompagner ce temps-là, dire comment passer de la maison à la structure, et puis comment on en parle ensemble, en famille. En fait, on est polyvalente, en fait. Donc l'infirmière, elle fait aussi bien les soins, qu'elle aide au repas, qu'elle fait de l'animation. Dans mon rôle, on accueille les familles, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans toute la démence, il y a beaucoup de souffrance du résident, mais aussi une souffrance des familles. Donc en fait, on a beaucoup d'écoute. Donc c'est pour ça qu'on a une dynamique qui aide beaucoup pour l'accompagnement des résidents. En fait. C'est tout au rythme du résident. Chaque personne se lève quand il a envie, prend son café généralement en salle à manger. Tu te plais ici? Tu te plais ici? On s'occupe bien de toi? Dis donc, j'en ai pas assez fait là. Bien sûr, tu en as beaucoup fait dans ta vie. Tu as bien le droit maintenant qu'on s'occupe de toi. C'est ça la retraite. Mon mari était très actif tout le temps de sa vie, au point de vue social laïque. Il a créé beaucoup de choses. Moi, je sais qu'avec les résidents, on parle beaucoup du vieillissement. Dire, ce que ça fait de vieillir, de se voir changer, et puis la perte d'autonomie. Et puis, on parle de la mort aussi. Quand on arrive dans sa dernière partie de vie, quelle que soit la durée, il y a un moment donné, même quand on sait qu'ici ce sera certainement le dernier lieu de vie, on y pense. Voilà. Et puis, c'est important d'en parler. Moi, comme je dis souvent, c'est pas forcément une période de la vie hyper gratifiée, j'ai envie de dire, dans notre société. De vieillir, pas trop vieillir quand même, on est plus à rechercher la pilule de jouvence et d'être bien fringant, des papilles actifs, des dynamiques. Et oui, ce décalage qu'il y a là aussi. Et c'est important de parler, moi je dis toujours, c'est important de parler de ce que ça fait de vieillir, plutôt que... C'est pas tabou. Alors c'est vrai que nos résidents dans notre maison, on les accompagne jusqu'au bout. Alors c'est vrai, jusqu'au bout, ça veut dire que la personne, un jour ou l'autre, va nous quitter. Alors on a créé des liens et tout, et c'est chaque fois quand même très difficile à savoir que la personne va nous quitter, va partir. Et cet accompagnement n'est pas évident pour le personnel non plus. C'est pour ça qu'on met en place quand même aussi des formations pour les aider. Comment accompagner quelqu'un jusqu'au bout, dans le respect de la dignité, et aussi accompagner les familles. C'est pas évident, trouver les mots, parce que pour les familles aussi, c'est vrai que leur papa, leur maman, pour eux,
il ne faut pas que ça se termine. Et le jour où lentement on voit que la personne glisse et que va peut-être lentement nous quitter, pour les familles c'est très très difficile. Il faut que nous aussi on trouve les mots justes pour les aider à aussi après accompagner leurs parents dans ces dernières étapes de leur vie et que ça se passe le mieux possible. Donc un des principes de la culture gériatrique, c'est de se dire que le soin qui guérit, c'est hyper bien, mais le soin qui accompagne, c'est extrêmement noble aussi, et tout aussi nécessaire. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de faire admettre qu'un accompagnement, des soins palliatifs, un accompagnement vers la mort bien conduit, ça doit être considéré comme une réussite dans notre pratique. Mais la notion d'accompagnement, c'est quelque chose où on n'est pas formé à ça, hein, ni les uns ni les autres. On est formé encore à diagnostiquer, soigner, guérir, obtenir un résultat. Je pense que si un départ se fait dans les conditions les plus sereines possibles, c'est jamais ou rarement totalement serein, là on a fait du bon boulot aussi. Je passe, moi. Je passe. Pique. J'en ai 5. Mais tu y vas ou tu y vas pas? Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où on parle à certains résidents qui sont déjà présents depuis 2 ou 3 ans, quand on a dit que c'est une maison protestante, ils ne réalisent pas toujours. Et au bout de 2 ans, on peut encore trouver des personnes qui nous disent « je ne suis pas protestante, est-ce que je peux quand même rester ?» Voilà, donc c'est pas, il ne faut pas que ce soit quelque chose dont on parle tous les jours, mais c'est dans la philosophie de la maison. Mais vous savez, il y a beaucoup plus de catholiques que de protestants dans cette maison. On a le culte, oui, le culte du vendredi, on a des études bibliques toutes les semaines. Puis d'ailleurs, il y a une messe aussi, de temps en temps. Et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous... Moi, ce qui me paraît important, donc c'est le temps que on y passe, la présence, la qualité de la présence. Je prends moi l'habitude de venir le mercredi, partager le repas avec eux. C'est un moment, enfin, ils savent que le pasteur de l'Église réformée est présent. Alors, à la fin de ce temps convivial qu'est le bar, là aussi, c'est un moment de rencontre, de convivialité, d'intergénération aussi, parce que quelquefois, il y a des petits-enfants qui sont là et qui viennent servir. Et puis, l'autre fois, ce qui me semble aussi le partage du repas et la rencontre aussi des soignants pendant les temps de pause. Je pense que c'est un moment où on fait le lien avec le personnel. Moi qui suis aumônier de l'hôpital, je partage aussi les nouvelles de ceux qui sont hospitalisés. Et donc je fais le lien entre les résidents hospitalisés et puis le personnel, et puis partageant avec ceux qui sont à table justement ce temps important. Le pasteur, c'est pas uniquement celui qui célèbre le culte, c'est aussi celui qui est là, le copain, j'allais dire celui qui partage le pain et qui vit ce moment fort, cette spiritualité au travers du partage des éléments essentiels dans la vie de tous les jours. Il y a le service du prochain, les confessions où la théologie n'a plus tout à fait cet impact. C'est surtout des gens qui ont de l'amour, qui s'intéressent aux autres, qui servent finalement, qui servent l'amour du Seigneur tout simplement, indifféremment de leur confession de foi. Oui, puis ce qui nous paraît important dans ces temps, par exemple, on a un groupe de partage biblique autour de la lecture de la Bible où viennent les catholiques, protestants, mais on n'a pas nos étiquettes particulières, on partage nos richesses. Il y a aussi, venant pour les célébrations et pour ces temps un peu forts, des gens de l'extérieur. Donc il y a ce brassage important des familles. C'est un moment qui nous paraît porteur de la vie, de la réalité de la maison.
Souvent, on nous dit, ne pensez pas que dans une maison de retraite, il y ait autant de vie. Nos résidents ne sont pas malades. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est une étape à franchir. Donc, ben voilà, la vie, elle y est. Donc, il faut juste mettre la petite flamme. Voilà. Moi, je suis celle qui empêche de tourner en rond, on va dire. Des fois, je leur dis que mon rôle consiste à les empêcher de tourner en rond et de s'ennuyer. Voilà. Je peux fermer. Au revoir. Dans le personnel, je vois qu'il y a une stabilité importante qui dénote des conditions, une ambiance de travail qui doit plaire au personnel, puisque quand je vois que le cuisinier a démarré, c'était son premier poste, c'est un très bon point pour la maison. Ça. Elle est où, Patricia? On a fait la malle dehors, du coup. Bonsoir. Je fais dormir avec les poules. Je fais tout coucher. Après les informations, on dit y aller. Bon, de toute façon, tous ces films, notre vie a été un film. Hein. Vous croyez pas? Ça peut continuer encore. Oh, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si le bon Dieu le veut.